parmi vous aujourd'hui. Et l'initiative du Centre de documentation marocain est excellente, d'avoir fait rencontrer des spécialistes de différents domaines et quelques experts français qui sont venus. Dans un milieu d'experts comme le vôtre, on a abordé des tas de questions déjà, beaucoup. Et si vous voulez, moi je vais vous parler de formation, de mon expérience qui date maintenant de 10 ans de mise en place d'une formation en intelligence économique, où on aborde forcément beaucoup de questions de la veille, et où les questions de recherche d'information, ensuite de traitement de l'information avec les outils, a tenu beaucoup d'importance au cours de ce cycle de formation de 10 ans. Donc je me présente, je suis professeur dans une école d'ingénieurs où j'ai créé en 1995, c'est le premier point, excusez-moi, donc c'est cette introduction-là, où j'ai créé en 1995-96 un diplôme, et voilà un peu la chronologie des événements. Donc le rapport Marc, on vous en a parlé hier, c'était le premier rapport du commissariat au plan, qui abordait le vocabulaire intelligence économique. C'est la première fois qu'on utilisait ce terme, Philippe Clair étant justement le rapporteur, Jean-Louis Levé étant le conseiller d'Henri Marx. À partir de ce moment-là, il y a eu comme une explosion, alors qu'il y avait en France 2 ou 3 seulement pionniers, je dirais, M. Jacobiac, M. Doud, M. Lestat, par exemple, qui avaient déjà commencé à démarrer des activités de formation dans le domaine de la veille technologique. À partir de 1995, je vous dis, il y a eu comme une explosion qui était accompagnée par le développement de la société de l'information et le développement d'Internet. Donc en 1997, la première promotion du Master MS ISTE, intelligence scientifique, technique et économique, le terme est intéressant puisque à l'époque, donc c'est l'ESSIE, c'est-à-dire une école d'ingénieurs qui appartient au groupe des grandes écoles de la Chambre de commerce de Paris. On a le même statut que Subdeco et HEC. C'est l'ESSIE qui a été choisi comme école pour créer la première formation au niveau de la Chambre de commerce de Paris en intelligence économique. Et ce choix a été dû à pas mal de facteurs, dont le dynamisme du directeur de l'époque, mais également le fait qu'après réflexion, et compte tenu de la dimension technologique, scientifique de l'activité de veille, on a eu cette bonne idée, je pense, de le créer dans un contexte scientifique et technique, où l'informatique était tout à fait déjà utilisée comme outil, où on avait accès à des tas de sources scientifiques. Et du coup, cette formation, le MSISTE, qu'on appelait le MIST à l'époque, s'est développée avec beaucoup de candidats qui venaient de l'univers scientifique. Donc j'ai eu régulièrement des promotions qui comportaient minimum, je dirais environ 50% de scientifiques. Cette année, il y en a 70%, vous voyez, donc ça a évolué entre 50, 60, 70% chaque année. Alors, 150 diplômés sont des petites promotions, les MS, de manière générale. Hein. Celui-ci a comporté toujours entre 15 et 20 étudiants. Beaucoup de travaux, bien sûr, au fil de ces 10 années. L'activité scientifique s'est beaucoup développée en termes de communication, et nous avons organisé environ une vingtaine de colloques depuis 1998 à peu près, hein, dans ces années-là. Une vingtaine de colloques scientifiques, dont beaucoup consacrés au traitement de l'information, aux outils de traitement de l'information, et les problématiques du data mining, du text mining, des outils linguistiques, multilingues, etc., ont été souvent abordés. En 2002-2005, comme nous nous intéressions beaucoup aux outils, j'ai proposé un projet de création d'une plateforme d'outils. Un petit peu à l'image de ce qu'a présenté Mounir, dit hier, de Sidion. Ça a été une démarche qu'on a menée un peu à la même époque. Je voulais être dans une école, si vous voulez, un lieu un peu universitaire, scientifique, quoi, pour donner visibilité à tous les acteurs hein, qui souhaitaient utiliser des outils pour déjà faire connaissance avec ces outils, et puis éventuellement
qu'ils aient la possibilité de tester vraiment avec les éditeurs et l'équipe de formateurs du master. C'était validé 2006, Institut du management et de la sécurité de l'information stratégique. Ce projet a été financé en partie par la Chambre de commerce de Paris, puisque j'ai obtenu une bourse de financement pour le projet. Et puis on a commencé à travailler sur quelques études, et puis on est arrivé à court d'argent, je dois dire. Et là, c'est un projet qui est encore en suspens. Voilà. 2005, mais par contre, ça correspond à un besoin qui a été vraiment très révélé. On a fait une enquête auprès de beaucoup d'entreprises, beaucoup d'éditeurs logiciels, etc. Tous étaient partants, tennis, tous les acteurs que vous avez vus ici, et bon, j'en passe la 3 colloques HG, MSI, en 2005, oui, il y a eu alors présence sur le Maghreb depuis 2004-2005. Le Master ISTE est partenaire scientifique de l'organisation de colloques ici à Alger. On a eu 3 colloques et en 2005-2006, le MS est passé en temps partagé. Ici, c'est pas bon. Et là, je sais ici, en Afrique du Nord. Alors, une nouveauté, 2005-2006, le master passe en part-time. Temps partagé, c'est-à-dire qu'il est ouvert désormais de manière très claire à des gens qui sont en activité professionnelle dans l'entreprise ou l'administration publique. Ils viennent à raison de 3 jours, tous les 15 jours. Tous les 15 jours. Enfin, 2007, après une année de négociations, de mise en place, etc., il y a l'ouverture d'une formation de 3e cycle. Elle a eu son premier cours il y a moins d'un mois, il y a 3 semaines encore. Donc je vous en parlerai à la fin si vous le souhaitez, si on a du temps. Ah oui. D'autre part, je vais aborder, moi, quelques questions de vocabulaire, quelques concepts, et je vous demande d'avance de m'excuser d'avoir introduit ces quelques slides dans ma présentation, bien que je sois deux spécialiste. C'est pour fixer la comparaison entre veille et intelligence économique, si vous voulez. J'ai fait ça pour ça. Donc, l'intelligence économique, quoi, pourquoi intelligence économique. Bon, d'abord, c'est une démarche collective. Démarche collective, pluridisciplinaire, qui se base sur une évolution, si vous voulez, des comportements dans l'entreprise ou l'organisation publique. Et il est très important cette considération-là parce que c'est une nouvelle culture qui s'introduit, qui est une culture du changement. Qui est, si vous voulez, un peu contre le cloisonnement des tâches, la sens de partage de l'information, si vous voulez, l'information pouvoir, vous voyez, on travaille beaucoup sur ces notions-là. Objet d'un vigoureux effort de formation, comme je vous l'ai dit, et puis récemment du travail en réseau de l'État, puisqu'il y a une politique publique d'intelligence économique qui s'est montée en France depuis maintenant 3 ans. Une culture collective fondée sur la maîtrise de l'information, une culture interne et une culture externe. Une culture également offensive, si vous voulez, puisque on introduit par rapport à la veille des dimensions différentes, c'est-à-dire on va parler beaucoup de communication de l'information. Communication de l'information que l'on a traitée dans l'entreprise, c'est-à-dire que armé de cette information, on va pouvoir agir sur l'environnement. C'est un peu l'idée de la culture offensive, et on va pouvoir aussi se défendre éventuellement contre des attaques informationnelles. Tout à l'heure, management de crise et risque management, c'est tout l'aspect, c'est-à-dire il faut défendre l'image de l'entreprise, et donc être capable de communiquer en situation de crise correctement. Et par ailleurs, il faut affronter des problèmes de risque et de vulnérabilité de l'entreprise. Tout ça, ça fait partie de l'intelligence économique que je vais vous définir encore mieux après. Alors, la définition du rapport Marx, je ne vais pas la commenter, c'est très simple, on la trouve partout, recherche tellement d'informations, mais c'est également la sécurité, préservation du patrimoine de l'entreprise, et qui n'introduit pas ici cette dimension d'influence dont je vous ai parlé. Ça, c'est 94. Un peu plus tard, il y a une définition de l'AFDI, l'Association française pour le développement de l'intelligence économique, qui introduit clairement la notion de connaissance. On construit des connaissances, et l'intelligence économique est comme une toile d'araignée, une structure sur laquelle on bâtit le corpus, les corpus de connaissances de l'entreprise. Voici la dernière définition de l'intelligence économique. Elle est définie en termes de capacité, une triple capacité. 1. Gérer l'exploitation de l'information en lui donnant du sens, à la transformation en connaissance.
de protéger son patrimoine immatériel, et enfin d'agir sur l'environnement de manière dite proactive. Hein, on anticipe, si vous voulez, l'événement avant qu'on commence à parler en mal de nous, en tant qu'organisation. Eh bien, on s'arrange pour parler en bien de nous. Hein. C'est un peu la démarche. Bon, ça rentre encore dans la définition, mais je vais passer très vite. Pardon, excusez-moi. Je vais laisser trop vite, ça va prendre. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est un peu l'arbre, la construction de pourquoi on surveille les environnements. Il y a des justifications. Il y a toujours un lien, j'ai toujours un lien avec l'économie, en fait. Hein. L'économie, la stratégie, je raisonne toujours par rapport au contexte de l'entreprise en tant qu'organisation, en tant que structure, en tant que stratégie, et l'économie, l'environnement économique. Hein. Alors maintenant, si on pose la question à quoi sert un dispositif d'intelligence économique, je trouve qu'une bonne réflexion, c'est par rapport à la réflexion qu'on a en matière d'assurance. Hein, il vaut mieux être assuré, ça coûte un peu cher, mais le jour où il se passe quelque chose de catastrophique, eh bien, on est pareil pour eux. Alors c'est un peu ça. Pourquoi qu'il y ait une fonction d'intelligence économique? Là, si on regarde le risque pris par l'entreprise, si on alloue beaucoup de budget, eh bien, on minimise des risques. On minimise des risques puisque on a une vision beaucoup plus claire de l'environnement et aussi des connaissances de l'entreprise, et on est mieux armé contre les risques éventuels, hein, si on arrive à avoir une vision proactive, une vision dans le futur. Je parle ici de la définition de la veille technologique, un peu comme on l'avait défini avec Porter, par exemple, où l'environnement concurrentiel, c'est un schéma très connu, hein, celui-ci, donc je ne vais pas insister. L'environnement concurrentiel, les concurrents, les fournisseurs, les clients, les entrants potentiels et les substituts. Donc si on raisonne à partir de là pour voir où se situe la veille se situe à ces niveaux-là, si vous voulez, la veille commerciale, hein, côté fournisseur, côté client, la veille concurrentielle et la veille technologique. Maintenant, on va regarder comment on passe de cette vision de la veille à la vision de l'intelligence économique, hein, à partir de là. Alors, effectivement, l'entreprise surveille ses environnements. Les environnements, c'est tout ça. C'est les produits, marché, segmentation, les aspects juridiques, environnementaux, développement durable, sociétaux. Hein, et on a des types de veille. Hein, on en a listé hier beaucoup, hein, il y a beaucoup de types de veille. En voici quelques exemples. Hein. Si on analysait tous ces types de veille, on parle de veille globale. Maintenant, si on réfléchit bien que pour arriver à faire une vraie veille stratégique, il faut en plus avoir une vision claire de nos stratégies. On ne fait pas faire de la veille si on ne fait pas de stratégie. Hein. Si on ne regarde pas quelque chose, on dit quels sont les objectifs et les objectifs durables de l'entreprise. Si on ne regarde pas aussi les effets de la mondialisation et le futur plus lointain en faisant de la prospective, et si on n'a pas une vision très claire de nos capacités et de nos connaissances, et enfin, si on n'est pas correctement aidé par un système d'information efficace et qui protège notre capital matériel. Maintenant, pour arriver à l'intelligence économique, il faut ajouter, si j'ose dire, une vision évidemment très schématique et je dirais limite caricaturale, hein, et qui ne tient pas compte de l'équilibre de chacune des notions abordées, mais c'est pour vous dire qu'on réfléchit un peu globalement comme ça, hein, quand on fait l'intelligence économique, technique de communication et de persuasion, d'influence, c'est toute la dimension influence de l'image. Communication, c'est le bandeau d'en haut, c'est beaucoup la communication. Ensuite, réseau, maintenance des réseaux, développement des réseaux. Toute la partie guerre d'information, défense de l'image d'entreprise, hein, et puis action avant qu'on nous attaque. La rumeur, qu'est-ce que c'est la rumeur? Une rumeur qui semble, c'est parce que en fait, on n'a pas assez communiqué correctement sur l'entreprise. C'est un peu la maladie de la communication, hein, de l'information. Pour se défendre contre les rumeurs, il faut précéder, je dirais. Il faut être prévoyant et agir avant. Hein. Gestion de crise et risque management fait partie aussi, parce qu'une rumeur peut se générer en crise si elle n'est pas bien maîtrisée. Et donc, l'ensemble serait l'intelligence économique. Enfin, c'est une vision. C'est pour ça que je reviens sur cette définition. Donc, on part de là. Bon,
c'est intéressant, si on veut focaliser sur un des aspects, de voir comment tous ces dimensions-là focalisent sur une dimension qui, par exemple, l'économie de la connaissance, et qui, ferait qu'on va s'intéresser beaucoup à cet aspect-là, à travers les démarches qu'on a en externe et en interne. Hein. Maintenant, je vais vous parler d'un point important, c'est l'influence, justement, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. L'influence fait partie de la définition de l'intelligence économique. L'influence, c'est quoi? En fait, c'est être bien informé. Donc, autrement dit, on ne peut pas faire l'influence si on n'a pas fait une veille extrêmement bonne, quoi, et qu'on n'a pas retiré de cette veille beaucoup d'informations, qu'on n'a pas suffisamment analysé l'information, et qu'on n'a pas transformé cette information en information, comme on dit, à valeur ajoutée. À partir de cette information-là, alors on peut faire, et autrement dit, quand on construit cette information à valeur ajoutée, on est déjà dans une démarche d'influence, de construction d'une action d'influence. Maintenant, je veux dire que moins on est informé, plus on subit les menaces, hein, et moins bien on communique. L'absence d'exercice d'une influence nous soumet à quoi? Au diktat de l'environnement, au diktat des autres. Et je prends un exemple avec la question des normes internationales. Quand on se voit imposer une norme, à ce moment-là, on est obligé de s'adapter à une nouvelle culture. À une culture qui nous est étrangère. Et il faut bien s'adapter, mais le temps de l'adaptation risque de faire perdre de l'argent, des ressources, à ceux qui n'avaient pas cette norme. Donc c'est très très important d'être présent dans le concert international des normes. Je prends un exemple, c'est celui des normes IFRS que vous connaissez, certainement, au moins de nom, sur les nouvelles normes comptables. Ce sont des normes qui sont d'inspiration anglo-saxonne, qui ont été imposées donc, comme nouveau système de normalisation, qui vont petit à petit se développer dans les entreprises. Et ces normes IFRS, eh bien, il faudra 2-3 années, peut-être plus, pour que les entreprises intègrent toutes leurs dimensions et toutes leurs conséquences. Or, ces normes prévoient une évaluation des actifs d'entreprise nouvelle. Hein. On va revoir, souvent à la baisse, l'évaluation des actifs. Vous imaginez que dans le concert d'ouverture libérale d'aujourd'hui, c'est dangereux d'avoir des actifs qui baissent de valeur. Et quand elles sont évaluées par, ces actifs sont évalués par un tiers. Hein, je ne peux pas appeler ça pour le risque et la vulnérabilité que ça représente vis-à-vis des acteurs financiers, par exemple. Alors, l'influence et la partie active de l'IE, ça c'est ce que je vous disais tout à l'heure, proactive, hein, ça sert à quoi? Ça sert à intervenir dans les bons lieux, en apportant les bonnes informations aux décideurs publics en général. Je prends l'exemple des communautés européennes, où vous avez des armées de lobbyistes qui sont là à informer les dossiers, les preneurs de décision, et de les informer très correctement, le mieux possible, et d'une manière très synthétique et très sûre. Hein. Et il faut surtout faire attention à ne pas confondre l'influence avec, par exemple, le trafic d'influence. Hein, ça n'a rien à voir. Donc, on a souvent une vision un peu négative du lobbying. Or, le lobbying, ce sont des nouveaux métiers très importants, qui existent depuis longtemps, mais ils se sont particulièrement développés avec le développement des organisations internationales. Et on a aujourd'hui, si vous voulez, le besoin, un décideur a le besoin d'être informé, et très très bien pour prendre des bonnes décisions. Alors évidemment, ce sont des informations qui émanent souvent d'associations, de fédérations, de régions, d'intérêts privés souvent. Hein. Mais l'avantage, si vous voulez, pour le décideur, c'est de pouvoir choisir, quoi, de pouvoir se faire son opinion. Quoi. Et c'est donc un métier extrêmement important dans les concerts internationaux. J'en arrive au sujet de cette présentation. Enfin, cette présentation-là, c'était quand même pour faire un peu un tableau général de cette relation. Les compétences et les métiers, bien, pour exercer ces activités d'intelligence économique, hein, qui concernent la veille, qui concernent le management des connaissances, la sécurité, la protection du patrimoine et l'influence, en particulier, ou le management de crise, ben, il faut avoir beaucoup de capacités. Madame, on a beaucoup parlé tout à l'heure. Bon, donc je vais aussi là relativement vite. Hein, mais moi j'ai identifié un certain nombre de capacités qui sont par exemple des capacités, il
faut être un bon rédacteur, capacité de synthèse, capacité de travailler en équipe, en mode projet, excellent relationnel, dynamisme, réactivité, il faut être très ouvert, positif, créatif. L'atypisme est une qualité très forte pour le veilleur, c'est-à-dire la capacité de mettre en relation des informations éloignées l'une de l'autre. Donc là, les outils permettent souvent de faire, de rapprocher ces informations qui sont éloignées. Alors, il y a à la fois les connaissances de base du métier, les bases de données, banques de données, brevets, comptes, bases juridiques, aspects économiques. Il y a des savoir-faire, du style lecture rapide, technique d'interview, par exemple. C'est quand même très important d'être un bon intervieweur, quand on est veilleur ou spécialiste d'intelligence économique. Compétences appréciées, alors il y en a beaucoup, ça va de la scientométrie à l'analyse financière, aux études de marché, aux techniques documentaires, tous ces prérequis en quelque sorte, et qui vont devenir de l'aide des nouvelles compétences, qui vont être enrichis grâce aux études de veille et d'intelligence économique. Tous ces éléments-là sont recherchés, mais il y en a bien d'autres, je dirais, mais il y a encore des qualités, ce sont des qualités très comportementales. Être capable de maintenir des réseaux, hauteur de vue, ouverture d'esprit, visionnaire, sachant anticiper, psychologie de l'humain et du relationnel, et de l'influence. Alors finalement, si on devait faire un portrait, c'est une personne d'entreprise ou d'organisation. Je parle également pour les organisations publiques. Une personne d'entreprise, car sa vision de l'extérieur lui sera d'autant plus claire. Il connaît la structure d'entreprise, donc il sait ce qu'il regarde, ce qu'il voit à l'extérieur. Une personne de synthèse, méthodique, frivole, capable d'intelliger une équipe, etc., analyser, qui sait s'entourer d'experts. Une personne d'influence et non de pouvoir. Si elle a l'information, c'est pour correctement diffuser cette information, pour la conserver. Enfin, discret, le responsable mieux et doué pour la communication, ouvert, motivant, c'est un manager en fait, stimulant, il sait s'effacer derrière ses contributions, il ne s'arrête pas à son succès. Et qui on forme comme manager, c'est ce qu'on va voir maintenant. Les qualités recherchées, donc bien connaître le champ professionnel de public, donc pour gagner du temps, dialoguer avec des experts, faire jouer la serendipity, c'est-à-dire le don de faire par hasard des découvertes, le flair en quelque sorte, maîtriser les savoir-faire propres à l'IE. Donc je voudrais maintenant regarder ce schéma qui est très connu, que j'ai repris d'un auteur que vous connaissez peut-être, et c'est le cycle de l'intelligence économique, ou le cycle de l'information, on va dire. Mais c'est pour voir que ce qui est très important dans ce cycle-là, c'est son caractère itératif. Alors on a des phases dont Madame a déjà parlé et qu'on a déjà présenté. Les collecteurs d'informations, on va trouver les experts, le réseau des veilleurs, des experts, et puis des décideurs que j'ai placés tout en bas là. Bon. Le point, c'est que lorsque l'information arrive au niveau des décideurs, il y a forcément un feedback, une remontée et de la définition de nouveaux plans de veille. Ça, c'est l'ensemble des opérations. Alors, ce que j'ai essayé de voir, c'est comment ça se passe, en fait, quand on restitue ça au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'entreprise, on a des objectifs stratégiques. On a par ailleurs l'environnement qu'on surveille. Bon. L'environnement a tendance à influencer quand même les objectifs stratégiques. Parce que finalement, qu'est-ce qu'un objectif stratégique? Sinon l'équilibre entre ce qui émane de l'environnement et la volonté du chef d'entreprise ou du directeur. Donc maintenant, quelle est la relation entre les objectifs et les décideurs? C'est que ces objectifs stratégiques vont être redéfinis en permanence et vont permettre de prendre des décisions. Grâce, en fait, à l'influence qu'on va pouvoir exercer sur l'environnement, car la fonction du décideur, c'est d'exercer une influence sur l'environnement, et aussi de se défendre des éventuelles attaques informationnelles ou de ce qui peut être dangereux pour lui. Alors, voilà le schéma représenté de manière plus importante. Il vaut ce qu'il vaut. Ça montre un petit peu la relation entre le décideur et son environnement et le rôle de l'information dans ce contexte. Maintenant, quelle est la position idéale de la veille d'IE au sein de l'entreprise?
schéma également connu, eh bien, on met la cellule de veille et d'IE en position de conseil, vous voyez, et en relation avec l'ensemble des directions. Et hier, j'ai insisté là-dessus quand j'ai pris la parole à un moment, pour dire que la direction générale doit être tout à fait concernée, impliquée et auteur en fait, de cette démarche-là. Hein. Bon, là j'ai également un autre pour vous montrer les trois niveaux, si vous voulez, enfin, dans une vision pour avancer. Il y a les décideurs qui posent des questions, orientent les travaux, valident les résultats. Il y a les spécialistes, c'est-à-dire les veilleurs et les informatistes, par exemple, hein, les veilleurs qui font de la veille de l'IE à temps plein, ils appliquent les bonnes méthodes, ils permettent de passer du stade artisanal au stade plus industriel. Voilà. Enfin, il y a les collecteurs d'informations, et là, quand je parle de collecteurs d'informations, je pense non pas aux documentalistes et informatistes, hein, je pense plutôt à tous les acteurs de l'entreprise qui sont capables, et tout le monde l'est dans une entreprise, capable de faire remonter des informations. Et c'est là qu'on a la définition de l'intelligence économique. L'intelligence économique est une culture, une nouvelle culture de management de l'entreprise, et une culture qui doit atteindre tous les acteurs de l'entreprise. Hein. Donc la collecte concerne tout le monde. Processus itératif, hein, permanent. Bon, maintenant j'ai trouvé ce schéma dans Décision informatique. Il est trop schématique, on dirait une chambre de guerre, on dit war room. Ce que je vous montre là, c'est en fait une entreprise qui est représentée par cette plateforme où il y a des informations qui rentrent, des informations qui sont restituées sur Internet, un environnement où on voit les sources sur votre gauche, et puis des éventuels concurrents ou malveillants qui essaient de vous donner une mauvaise image de votre organisation, par exemple sur Internet. Donc où se situe la veille? Elle se situe ici, dans ce périmètre-là, hein, avec la production, si vous voulez, d'analyses par ces spécialistes, hein, qui sont des veilleurs. Et puis, quand on reçoit des informations de l'extérieur et qu'il faut lutter contre, on va faire la communication d'influence et éventuellement organiser une communication de crise vers l'extérieur. Donc ça, c'est une image sur le dispositif d'intelligence économique. Hein. Maintenant, si on regarde les professions auxquelles on est amené, les professions, c'est de manière centrale, on va parler de directeur d'intelligence économique, veilleur chargé de veille, analyste IE, chef de projet d'intelligence économique. Vous voyez, je mets les veilleurs au même niveau que des directeurs d'intelligence économique, sachant que je considère qu'un responsable de veille est quelqu'un qui va manager, va organiser dans l'entreprise l'activité de veille. Donc c'est aussi un manager, comme le directeur d'intelligence économique. Hein. Le cœur, c'est ça. Maintenant, les métiers plus périphériques, les voici. Hein. Et donc, on voit bien que un informaticien, les informaticiens, ceux qui gèrent les outils, gestion de crise, communication lobbying, documentaliste, gestion des connaissances, protection du patrimoine, sont des métiers qui sont très proches de l'intelligence économique. Mais ils ne sont pas au cœur de l'action du directeur d'intelligence économique. Alors maintenant, quel contenu pour l'information? Ici, je pense que vous avez tous entendu parler du référentiel de formation d'Alain Juillet, donc je vais juste vous montrer l'image. Simplement, je vous engage, si vous ne le connaissez pas encore, à aller sur le site, par exemple, du haut responsable d'intelligence économique. Il y a partout des liens, autant aller à la source, c'est-à-dire intelligence.économique.gouv.fr, et vous arrivez sur le site du HRIE, nouveau site. Et là, vous trouverez ce référentiel de formation, que je vais représenter comme ça. Voilà, c'est quand même plus pratique à lire. Voilà les 5 pôles, hein, l'environnement, nouveaux environnements compétitifs, hein, et la mondialisation. Un pôle 2 avec l'intégration dans le management de l'entreprise. Ça, c'est les enseignements. Hein. Un pôle 4 sur la protection et sécurité du patrimoine informationnel et des connaissances. Un pôle 3, pardon, gestion et traitement individuel d'information, c'est le pôle plus technique, plus méthodologique, là, le 3. Et le 5, c'est influence et contre-influence. Hein. J'ajoute
un autre enseignement qui ne fait pas partie des 5 pôles, mais qui est un enseignement aussi qui est important dans la formation que j'ai organisée, le savoir-faire, les savoir-faire en matière de communication et de management. Hein? Voilà la liste. Donc je n'insiste pas là-dessus. En termes d'heures, sur une formation de 400 heures, par exemple 450 heures, et, mon format de master c'est 6 mois de cours, 6 mois de mission. Pendant les 6 mois de cours, donc ils ont environ 420-430 heures réparties à raison de, pour les 3 premiers pôles, d'environ 70-80 heures pour chacun, et pour les 2 seconds qui suivent, protection et influence, environ 50-60 heures. Et encore 60-70 heures pour communication et management. Donc c'est 5 enseignements à peu près équilibrés, si vous voulez. Bon, maintenant, quels sont les facteurs clés de succès d'une formation en intelligence économique? J'ai essayé de réfléchir en mettant 4 points essentiels. Le recrutement, la formation elle-même, je vais revenir, ça va être écrit plus gros, la professionnalisation, le processus de professionnalisation et les points forts, hein, quelques points forts intéressants. Je vais prendre ces 4 points. Pardon. Voilà, le recrutement, comment sélectionner un candidat, hein, cette sélection est extrêmement importante parce que déjà, il faut savoir, avant de parler des prérequis, il faut savoir quelle est la personnalité de l'individu qui vient. Comme on l'a dit hier, tout le monde ne peut pas faire de la veille, on n'est pas né avec cette... Et puis, je veux dire, on peut être né avec déjà des dons de curiosité, d'intelligence, d'imagination, etc., et d'amour pour aussi la lecture et la documentation, mais il y a des choses qu'on peut apprendre et il y a des personnalités qui ont du mal à se développer, a priori, qui semblent avoir du mal à pouvoir se développer correctement dans ces activités-là. Donc on a vraiment besoin d'opérer une sélection, et cette sélection, on l'a fait à travers des tests écrits, oraux, un entretien de motivation, un test de langue, et l'entretien de motivation est assez important. Donc j'essaie de réunir toujours un jury de 3 personnes, un enseignant, un professionnel de l'information, et puis une personne qui représenterait l'administration, la chambre de commerce, par exemple. Et puis, donc on a un entretien à fouiller avec la personne. Je ne vais pas passer de test psychologique, mais il est vrai que cette procédure des tests est un peu lourde, et j'y ai renoncé, mais ça pourrait être vraiment utile, je m'en rends compte après coup. Les prérequis, malheureusement, quel niveau d'études, quelles premières expériences, la double compétence, est-elle importante ou pas, Donc moi je vais répondre à un niveau d'études, un master spécialisé, c'est une formation qui est propre au système grandes écoles françaises. Nous sommes accrédités conférences et grandes écoles, donc du coup on obéit à toutes les, c'est-à-dire Bac plus 5 pour y rentrer, et puis minimum 4 mois de stage, donc c'est 6 plus 6. Bac plus 5 pour y rentrer, ou Bac plus 4 et expérience professionnelle. Voilà. Quelle première expérience est importante d'avoir, si on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, au moins d'avoir commencé un stage, d'avoir fait une ou 2 années de stage. Quant à la double compétence, moi je la recommande vivement. Je considère, si vous voulez, qu'il est important de démarrer, oui, je viens de le dire, je suis vraiment sur la fin, d'avoir cette double compétence des étudiants, d'avoir déjà une première formation, des premières expériences. Quant à la promotion, c'est un mélange, car c'est dans une école d'ingénieurs, mais il y a des scientifiques et des personnes issues d'autres formations, et c'est un heureux mélange. Comment créer une promotion intelligente? Mais c'est l'harmonie de toutes ces qualités, à la fois des origines différentes, des âges différents, des projets différents. Bon, alors, les intervenants, je vais simplement citer, il est important qu'il y ait au moins 50-60% de professionnels. Les contenus
la grande question c'est est-ce qu'on fait du contenu est-ce qu'on a le temps de développer beaucoup les contenus scientifiques? En fait, on n'a pas beaucoup de temps de développer les contenus, donc il faut faire des choix parfois pénibles en matière d'économie par exemple, ou d'orientation sur qu'est-ce que c'est que la statistique et des choses comme ça, scientifiques. Donc là, il y a un véritable positionnement de la formation, mais il est important de le dire clairement. Le réseau, très important, hein, on progresse dans le réseau en le pratiquant. Les outils, ça c'est un des grands choix justement d'une formation. Moi j'ai décidé de développer tout l'aspect outils, donc ça me positionne par rapport à mes concurrents. Exercice privilégié. Alors j'explique pour les outils quand même une chose très importante, ça sera presque ma conclusion, c'est que les outils vont donner à l'entreprise qui les utilise de nouveaux appuis, de nouveaux moyens d'action sur les marchés, sur l'environnement économique. Parce que les nouveaux outils vont lui permettre d'identifier, je prends un exemple, quand on traite des grands corpus de données sur, soit à partir des bases de données, soit à partir d'Internet, on a un accès nouveau et renouvelé, si vous voulez, à tout ce qui était autrefois les études de marché, par exemple. Au lieu d'accéder au marché par des questionnaires qu'on prépare et ensuite qu'on envoie à des consommateurs, des clients potentiels, on peut par exemple recueillir sur Internet des tas d'informations grâce aux outils sur les nouveaux moyens d'expression que sont par exemple les blogs. C'est que les blogs se sont développés de manière phénoménale, c'est une source d'information extraordinaire et qui peut être exploitée pour le développement de la vision du marché par l'entreprise. Bon, je pense que cet après-midi, on va en parler de cette question-là. Et puis, il y a beaucoup d'exercices que je privilégie, du style décider de cas, des simulations, des mises en situation. Par exemple, il y a une simulation de management de l'information stratégique pour les acteurs économiques. Il y a une communication de crise, une cellule de crise en fonctionnement pendant 48 heures, des exercices d'interview, de négociation, des actions d'influence, c'est-à-dire avec des analyses de rumeurs, des actions dans ce sens-là. Et puis, pour la professionnalisation, on a un plus ou moins fort degré de proximité de l'organisation. Les projets stages, c'est aussi très important et très encadré. Et les débouchés, est-ce qu'on doit rechercher la productivité immédiate ou bien il faut essayer d'expliquer aux étudiants qu'il leur faut un certain temps, montrer la planche à l'organisation avant d'envisager d'avoir une fonction d'intelligence économique. Et quelques points forts, c'est la formation à tout ce qui est changement et complexité, l'usage du temps, il y a des temps différents pour tous les exercices et pour toutes les activités, et puis toute la dimension développement personnel. Tout ça c'est très important dans la formation, donc c'est pour ça que je vous fais part de mon expérience ici. Voilà, il y a plusieurs écoles en France, je peux identifier 3 types d'écoles, une école plus managériale, une école plus guerrière, une école plus technologique. Alors, je vous laisse votre attention, mais j'avais quand même une chose à vous dire, et je peux répondre éventuellement à vos questions à ce sujet, sur la démarche algérienne, que je l'ai suivie. Donc, si ça vous intéresse, je peux répondre à vos questions, mais dans la partie questions. Voilà.